Bonjour et bienvenue dans notre émission Terre d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Mickaël, j'ai 46 ans, je suis en concubinage avec Karine depuis très longtemps, je n'ai pas d'enfant et je suis gérant d'une entreprise artisanale choltaise qui travaille autour de la menuiserie, cloison sèche, isolation et dépannage depuis maintenant plus de 15 ans. Bon, je te remercie Mickaël d'avoir accepté d'être venu parce que je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas à l'aise, mais c'est aussi un défi et c'est cool. Je prends comme un exercice. Ouais. Et ton parcours est un peu atypique et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé. Alors même si la semaine dernière on a reçu Gilles Rompillon qui est aussi passé par le service militaire pour qui c'est important, c'est une des choses dont on va parler aujourd'hui. Juste ton parcours scolaire rapidement. Écoute, dans les très grandes lignes, j'ai fait un VEP électronique à Saint-Gabriel, une belle institution, une très bonne institution où il fallait travailler dur. J'étais très intéressé par le monde de l'aéronautique. J'ai souhaité faire des études dans ce domaine, mais bon, j'avais pas les moyens, de financer ça, donc j'ai vite pensé à l'armée. Et je me suis engagé dans l'armée de l'air en 93, donc il y a un petit moment déjà. Et j'ai fait une école de technicien où j'ai fini par être technicien avionique, c'est-à-dire maintenance des systèmes électroniques sur les avions. Et donc, tu as fait combien de temps à l'armée ? 10 ans. 10 ans. Et qu'est-ce que tu en retiens dans les grandes lignes, les points positifs et les points plus négatifs, mais surtout pour ton métier aujourd'hui de dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que tu t'en retiens ? Alors, les points négatifs, ce sera très bref, c'est juste la fin. C'est dommage d'avoir... j'ai eu un petit accrochage à la fin qui m'a fait changer de vie. Puis après tout, c'est dommage, je sais pas, puisque vu ce que je suis devenu, je suis plutôt fier de mon parcours. Ce que j'en retiens d'extrêmement positif, c'est toute la camaraderie qui tourne autour du monde militaire. C'est vrai qu'on nous apprend la rigueur, l'engagement, le sens de la mission. Et puis tout mon vécu dans l'escadron dont je faisais partie, c'était des moments très forts, beaucoup d'amitié. On était passionnés par notre métier, mais on était aussi dans la bonne ambiance, des rapports amicaux. Ok. Et donc, tu as fait combien de pays et tu étais en balade partout ? Balade. Ouais, j'ai fait quelques pays. Effectivement, l'escadron dans lequel j'étais était spécifiquement sollicité pour aller sur les missions pour soutenir les forces armées françaises et les alliés, puisqu'on faisait de la reconnaissance aérienne. Donc, je suis allé notamment en Afrique et plusieurs fois en Arabie Saoudite. Alors, je crois que l'Afrique, on va en parler à la fin de l'émission. Tu as une expérience récente sur le sujet qui est aussi un des points qui m'intéresse. On va parler d'Artim. Et avant toi, Artim, c'est ton papa. Oui, c'est vrai. Effectivement, mon père a monté sa société en 87, son entreprise individuelle en 87. Et puis, il est resté seul très longtemps. Alors, juste, tu peux revenir sur pourquoi il a lancé son entreprise ? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait être chef d'entreprise à tout prix ou pas ? Non, il ne souhaitait pas forcément être chef d'entreprise. Il était animateur dans une structure sociale. Il apprenait aux gens à se servir des machines à bois. Un peu animateur d'un atelier, il aidait les gens qui venaient bricoler sur les machines, il donnait des cours aussi, donc les machines à bois et un petit peu aussi le métal. Et puis quand l'institution qui subventionnait la structure sociale a décidé d'arrêter, lui il ne voulait pas arrêter, donc il a décidé de monter ça à son compte. Alors évidemment, quand c'est plus subventionné, ça marche pas tout à fait pareil. Il a vivoté pendant quelques années, puis son métier a évolué. Il est redevenu menuisier bois avec son atelier. Et Artim, ça veut dire quoi ? Alors Artim, ça veut dire artisan menuisier. Parce que menuisier parce que c'est notre métier de base, et puis artisan menuisier parce que pour moi un artisan c'est un homme de proximité sur qui on peut compter. Et ça c'est très très important encore aujourd'hui dans la philosophie de l'entreprise Artim. Et quand ton papa a créé cette société, est-ce que tu t'es dit je prendrai la suite ? Pas du tout. Alors là, je me suis jamais projeté dans l'entreprise. J'ai toujours été participant. T'étais toujours militaire à l'époque ? Ah oui, tout à fait. Donc j'étais j'étais encore à l'école quand il a créé sa boîte, et puis après, quand elle a continué à se développer, moi j'étais dans ma vie professionnelle de militaire. C'est vrai que l'avantage quand on est militaire, c'est qu'on a beaucoup de vacances. Faut quand même dire ce qui est. Donc j'étais quand même assez souvent revenu par ici. Et puis, j'étais présent comme un enfant d'agriculteur, j'ai envie de te dire, qui est présent toujours à la ferme. J'avais donné facilement un coup de main, j'aimais ça aussi. Quand j'étais gamin, j'allais facilement au cul de la dégauchisseuse ou de la raboteuse ou de la scie circulaire pour donner un coup de main. J'aimais ça. Donc c'était naturel.
Mais je ne m'étais pas projeté ni dans le métier de menuisier, ni chef d'entreprise. Encore moins chef d'entreprise. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, tu t'y voyais pas du tout. Pas forcément, non. Non. Ou forcément pas. Forcément pas. Et donc, la fin de ta carrière militaire. Eh bien, donc là, si j'ai bien compris, tu t'es pris la tête avec... Voilà, j'ai eu un petit accrochage avec quelqu'un qui se souciait plus de son tableau d'effectifs que de la motivation de ses équipes, chose qui me parle encore beaucoup aujourd'hui, forcément. Donc, à cette époque-là, comme j'étais dans le domaine aéronautique, j'ai envisagé de retrouver un poste dans le monde aéronautique, dans la maintenance. Il y avait de l'offre, c'était plutôt simple. Et puis j'ai fait un bilan de compétences, mais j'ai croisé un vieux briscard qui m'a dit tu parles beaucoup de la boîte de ton père, tes racines ont l'air d'être à Cholet, t'as 30 ans, qu'est-ce que t'en as à faire? Vas-y, rentre à Cholet, va voir si ça te branche, et puis dans un an, si tu changes d'avis, tu pourras toujours retrouver ton métier. Puis j'ai bien aimé cette idée, je me suis dit qu'il avait raison, et puis je me suis dit aussi que ça pourrait être une pause dans ma vie pour essayer de réfléchir. Et la réaction de ton père? Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il a dû quand même être heureux de savoir que j'allais venir travailler avec lui, mais c'était pas forcément un projet de rester. Donc c'était pas un sujet, quoi. Ok. Et donc là, quand tu rentres chez Artim, combien de personnes, combien de salariés? Je suis le premier salarié de mon père en 2003. Ok. Voilà, moi je suis câblé pour rendre service aux gens. Ouais. Je pense que je suis vraiment fait pour ça. De toute façon, militaire, c'est être au service de la patrie aussi. Et puis j'ai appris comme ça quand j'étais jeune, ça fait partie de ma culture. Donc quand je suis arrivé dans le métier de la menuiserie, donc nous on pose des portes, des fenêtres, des volets, etc. J'ai vite compris que le service ne faisait pas partie des préoccupations de mes concurrents. Donc moi je savais faire. La partie technique, alors là, autant... c'est vrai que j'ai peut-être qu'un BEP électronique et puis un bac F2, mais en attendant, j'ai quand même les neurones qui fonctionnent bien et toutes les parties volets, motorisation, etc. Pour moi, c'était vraiment easy, quoi. Alors, juste, je suis quand même surpris. Quand tu parles de service, là, je vais être un peu méchant, tu poses des portes et des fenêtres. C'est quoi la différence de service entre une société et l'autre? Écoute, tous les produits que l'on peut poser, soit ils peuvent avoir des défaillances ou ils ont besoin d'être entretenus. Donc il faut les réparer. Enfin, je veux dire, un volet roulant, il peut tomber en panne. Il peut aussi être victime. Enfin, les clients, ils peuvent être victimes d'une effraction, des tentatives de vol. Il y a plein de situations qui peuvent créer un besoin de réparer les produits que nous on installe. Qu'on les ait installés nous ou que ce soit un autre qui les a installés. Quand mes clients ils sont embêtés parce qu'ils savent pas comment se sortir d'une situation, on est là. Voilà. Et c'est là qu'un artisan est un homme de proximité sur qui on peut compter. Ok. Ouais, tu tiens vraiment à cette notion-là d'artisan et de proximité. Et donc, la boîte grandit tranquillement? Voilà, c'est ça. Après, faut pas se cacher qu'en 2003, la conjoncture était extrêmement favorable, comme aujourd'hui. Beaucoup de travail, pas beaucoup de monde pour travailler. C'était pas simple. J'ai eu la chance de tomber sur des compagnons de très, très valeureux. Et puis, on a progressé. Très rapidement, on a monté une société avec papa pour, entériner le fait qu'on allait continuer à travailler ensemble. Avec un projet qui était assez simple, j'y devais partir retraite en 2010 et je lui avais dit que moi je ne veux pas travailler seul, je me sens pas capable et j'ai pas envie de travailler seul, donc je voulais que j'aille avoir au moins un apprenti ou un salarié en 2010 au moment de son départ en retraite. On s'est carrément planté puisqu'on était déjà 15. Ouais. Voilà, c'était un petit peu raté de ce point de vue-là. Mais c'était aussi une belle réussite. Alors, mais par contre, quand tu dis que c'était raté, c'est vraiment que tu l'as subi? C'était vraiment pas choisi, limite subi? Non, je pense pas que je l'ai subi, parce que les premières années, on est dans l'euphorie. Ce développement, c'est formidable. Avoir l'impression que le boulot il nous tombe dessus. C'est grisant de savoir qu'on cherche du monde quelque part, parce qu'on se dit qu'on... pas suivre parce qu'on a trop de boulot, c'est vraiment une marque de confiance de la part de nos clients. C'est plutôt très très bien. Mais il y a un moment quand même, il y a une étape à passer quand on est artisan. On est capable de gérer 3 à 4 personnes. Mais il y a un moment, c'est plus possible. Je veux dire, on n'a pas 12 bras, on n'a pas 12 têtes. Il faut... Et donc comment t'as fait? Ou toi ou ton père, je sais pas. Ouais, alors là, il y a une petite rencontre. J'ai une personne de la CAPEB qui est venue me démarcher, qui est venue cogner 3 fois à la porte. Et la CAPEB, tu peux expliquer ce que c'est? La CAPEB, c'est le syndicat professionnel, Fédération des artisans du bâtiment. Et puis, cette personne, elle a tapé à la porte, elle a même fini par mettre le pied dans la porte pour me dire « Moi, je suis fille d'artisan, je sais ce que c'est. Si vous n'êtes pas capable de vous arrêter pour prendre du recul, vous allez vous planter. » Et je crois qu'elle m'a réveillé.
Et là, à partir de ce moment-là, de cette rencontre, j'ai entamé plein de démarches pour apprendre mon métier de chef d'entreprise, pour apprendre à organiser, apprendre à manager, apprendre à piloter. Donc j'ai fait une formation, j'ai fait un parcours KPA, donc grâce à la Chambre des métiers, c'est cycle d'amélioration de la performance de l'entreprise artisanale, donc je le conseille très fortement. Ensuite, toujours cette soif d'apprendre, j'ai fait Dynamique, donc un parcours aussi d'apprentissage avec la chambre de commerce et d'industrie. Alors Dynamique, c'est pas non plus qu'une formation dédiée à toi, c'est aussi à tes équipes. Tout à fait. C'est un parcours complet de formation. Tout à fait, c'est un parcours où on a de l'accompagnement avec un consultant, on a de la formation qui est dédiée aux équipes, la formation pour soi évidemment, et puis du travail en groupe, on fait partie d'une promo. Voilà, donc on apprend aussi des autres, et je pense que c'est de toute façon le plus enrichissant, capitaliser sur l'expérience des autres, ça c'est génial. Et les autres, c'est pas forcément démenuisé. Ah non, du tout, au contraire, c'est ça qui est le plus enrichissant, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur et qu'on ramène ce qu'on voit à l'extérieur pour le remettre dans son entreprise, on évolue bien fortement, quoi. Ok, et donc on arrive là en 2010 ? Ouais, 2010, donc mon père part en retraite, quelqu'un dans l'entreprise, un de mes collaborateurs monte de poseur jusqu'à conducteur de travaux. Est-ce qu'il y a eu une rupture ou est-ce que ça s'est fait naturellement ? C'est-à-dire que là, quand on passe d'une génération à l'autre, est-ce qu'avant 2010, c'était bien ton père qui était identifié le patron et après 2010, toi, ou est-ce que finalement, tu as trouvé ta place naturellement ou tu étais patron avant Et lui, est-ce que ça n'a pas été trop dur de... Alors, je pense que j'étais patron avant parce que mon père, c'est pas quelqu'un qui s'est imposé et moi, j'étais dans son ombre. Ça n'a jamais été comme ça. On était vraiment partenaires. Je pense même qu'on était complémentaires. Moi, plutôt calculateur, assez précis, à vouloir tout le temps vérifier chaque décision qu'on doit prendre, alors que lui, il était plutôt aller de l'avant. Et donc on était plutôt complémentaires de ce point de vue-là. Et puis après, ça s'est fait de façon très fluide, puisque de toute façon, je ne l'ai quand même pas mis à la porte, même s'il le croit toujours. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il a encore une clé de la boîte, il vient quand il veut, il vient moins souvent, mais bon, 10 ans après, il est quand même pas complètement disparu. Et je pense sincèrement que les gens, mes collaborateurs de l'entreprise, le respectent encore, un peu comme le président d'honneur, si tu veux aller par là. Lui, il fait tout ce qu'il peut pour être le plus discret possible, pour pas perturber nos fonctionnements, mais il est quand même là, à l'écoute, il nous alerte quand il voit des choses. Voilà. C'est le vieux sage. Le vieux sage. Voilà. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'agriculteur. Pour moi, le monde, c'est ce monde familial assez simple dans le côté positif des choses. Voilà, il y a toujours un petit truc à faire pour aider l'exploitation. Bon. Voilà. Merci Mickaël. On va faire une pause musicale, puis en deuxième partie, on parlera de ton quotidien et puis de l'expérience que tu viens de vivre aussi, qui est intéressante à titre professionnel. On va écouter quoi comme musique ? Alors, on va écouter Titanium de David Guetta. J'ai pas forcément de musique fétiche, mais bon, c'est une musique que j'aime bien écouter en ce moment, ça me donne beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est notre métier à nous, managers, de transmettre de l'énergie dans nos équipes. Donc il faut bien qu'on essaie d'en puiser un petit peu partout. La musique, pourquoi pas. Bon, on va prendre de l'énergie. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
Ghost town, haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Nous sommes de retour dans notre émission Terre d'entrepreneurs. Maintenant, on va parler de management, si tu le veux bien. Et tu vas nous expliquer comment ton management a peut-être évolué entre 2010, la reprise d'entreprise seule, et puis maintenant, puisque tu es forcément marqué par tes années militaires aussi, ça, et je pense que ça bouge. Ouais, tout à fait. Mon parcours militaire m'a beaucoup influencé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié ma période en escadron. Au-delà de mon métier où j'étais passionné, j'avais aussi le plaisir d'être très très bien encadré. J'avais des chefs qui savaient nous serrer la vis quand il fallait, puis nous montrer le droit chemin. Et puis surtout, on avait une cohésion dans l'équipe technique, l'équipe de mon atelier. On savait se serrer les coudes et du coup, ça a créé des liens forts. On a écrit notre histoire commune. Puis après, il y avait ces missions aussi qui faisaient qu'on avait les missions qu'on faisait à l'étranger, forcément, on est parachuté quelque part, il faut absolument qu'on soit solidaire. Ça nous a aidés et ça fait partie des choses que je souhaite transmettre à mon équipe. Aujourd'hui, dans mon entreprise, je pense que j'ai beaucoup embêté, pour pas dire d'autres mots, mes collègues en expliquant qu'à l'armée on fait comme ça, à l'armée c'est comme ça, à l'armée c'est comme ça, parce que ça m'a plu et je suis imprégné de ça. Et j'espère que mes collaborateurs qui font partie de l'équipe aujourd'hui, bon, ils sont peut-être pas destinés à rester ad vitam aeternam dans la boîte, mais j'espère qu'ils auront un vécu fort, prégnant comme ça, et qu'ils iront porter cette image. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, c'est très important, complètement. Parce que je l'ai vécu, parce que ça me parle, parce que encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais servir. Servir, c'est ses clients, évidemment, mais c'est d'abord ses proches. Enfin, ses proches, et donc dans le monde du travail, c'est ses collègues. Alors, par contre, moi, je suis pas un grand fan de l'armée, pour tout dire. Et je me dis, t'as raison. En tout cas, de l'image qu'il y a. On a reçu Gilles Rampillon la semaine dernière, que tu connais, qui était fan de l'armée lui aussi. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a une rigueur absolue dans l'armée. Or, en management d'aujourd'hui, a priori, il faut faire preuve d'un peu de souplesse, quoi. Oui, tout à fait, mais je pense que ça évolue. Et d'ailleurs, je pense aussi que l'armée évolue dans ce sens-là. Aujourd'hui, l'armée, elle est professionnelle uniquement. Moi, ce que j'ai vécu dans l'armée, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une nouvelle unité, on nous donnait les limites, on nous donnait le cadre immédiatement. Donc ça donnait l'impression qu'on était mené à la baguette dans les premières minutes. Mais après, ils savaient détendre les choses, ils savaient faire preuve d'écoute et puis de nous montrer le droit chemin pour travailler de façon professionnelle. Après,
Je parle beaucoup de rigueur aussi parce que d'abord je travaillais sur un matériel pointu. Un Mirage, c'est pas une mobilette. Et puis surtout, une mobilette, ça tombe en panne, on est sur le bord de la route. Un avion, ça tombe en panne, ça tombe. Donc forcément, il y a une notion de rigueur qui est encore plus importante dans l'aéronautique. Ça, je le traîne un peu aussi. Ok. Et donc, toi, aujourd'hui, dans ton rôle de manager, de patron d'Arteam, comment tu manages ces équipes? Comment tu fais pour les accompagner, pour les faire grandir, pour qu'ils évoluent dans un cadre, j'ai bien compris, mais qu'ils soient libres dans ce cadre aussi? Alors, je fais beaucoup de choses. Je m'efforce de beaucoup les écouter et de les comprendre. Alors, c'est pas toujours évident, parce que quand on veut comprendre les gens, il faut essayer de se mettre dans leur position, mais on n'est pas à leur place. J'essaye de comprendre leurs difficultés pour essayer de les aider à envisager des solutions. Ça, c'est une chose. Je souhaite qu'ils soient responsables, autonomes face à leurs clients. Voilà, pour moi, un salarié de mon entreprise, il n'est pas là pour poser des fenêtres, il est là pour ramener la satisfaction du client. Et il bosse pas pour moi, mais il bosse pour le client. On est une équipe, moi j'ai un rôle à jouer, il en a une. Donc il faut qu'il soit autonome et responsable dans sa mission. Donc tu vois, la mission, c'est une terminologie militaire pour le coup, en tout cas par rapport à mes références. C'est important. Et puis ça conduit aussi à une qualité de travail qui doit être irréprochable, quoi. Il faut qu'il soit très fort dans son domaine, c'est important. Alors, est-ce que tu arrives à laisser de l'autonomie à tes collaborateurs, ou est-ce que tu as évolué de ce côté-là, justement? Ouais, j'ai évolué de ce côté-là parce que effectivement, j'avais appris à commander. Ouais. Et j'étais un petit peu trop dans cette situation de balancer des poignées d'ordre. Je ne devais pas le faire trop mal parce qu'ils ne sont pas tous partis en courant, mais bon, malgré tout. A priori, tu n'as pas un gros turnover chez toi, si j'ai bien compris. Donc, mais bon, j'ai dû aussi m'adapter parce que le monde évolue. Moi, je souhaite que mon entreprise, elle ait aussi des jeunes. Donc il faut s'adapter à ces nouvelles générations qui ont besoin de sens. Mais bon, franchement, moi aussi j'avais besoin de sens quand j'ai travaillé à l'armée. Ça a du sens pour moi d'être dans mon entreprise, de servir mes clients. Donc je pense qu'il faut juste que j'arrive à le transmettre à mes salariés. Et puis voilà, c'est là que j'ai évolué, quoi, dans la capacité d'écoute, plutôt que de rester sur mes convictions et c'est moi qui ai raison et point, quoi. Et il y a un point d'orgue, alors que tu as fait et pour des raisons personnelles et pour des raisons professionnelles. J'aimerais surtout que tu évoques la partie professionnelle. C'est que là, tu es parti à l'autre bout du monde, coupé de tout, et tu as laissé les clés à tes salariés récemment. Voilà, c'est ça. Comment on fait pour prendre une décision comme ça? La décision, en fait, elle était... Alors, comment on fait pour prendre une décision comme ça? D'abord, on se donne envie. On se dit, oh là là, j'aimerais bien y aller. Franchement, l'opportunité est trop belle. Et puis après, on a une femme... Enfin, moi, j'ai une femme qui est très ouverte et puis qui m'a dit, si c'est ce que t'aimes, c'est s'il faut le faire parce que de toute façon, t'as qu'une seule vie. Donc là, allé... Je suis allé au Mali pendant 3 semaines. Mais pas à la capitale. Non, je suis pas allé à la capitale, mais en même temps, la capitale, ça craint sans doute plus que là où j'étais. Je suis atterri à Dakar, on a traversé tout le pays en bus pour traverser la frontière Sénégal-Mali, refaire 1 heure de brousse en voiture au milieu des baobabs pour arriver dans un petit village au bord du fleuve Sénégal. Là où il n'y a rien, quoi, pas d'eau courante, pas d'électricité, voilà, tout ce qui nous ramène à des choses ultra simples. 0 contact, pas de téléphone, pas d'internet. Voilà, donc ça c'était sur le plan professionnel, c'était une grosse expérience parce qu'à partir du moment où j'ai fait le choix de faire ce voyage, du coup c'était une épreuve pour moi parce que comme je suis de l'origine de mon entreprise jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression, ou je sais pas si j'ai l'impression, le sentiment, ou si effectivement je contrôle tout de A à Z, mais de toute façon avec l'évolution de l'entreprise, il faut que j'apprenne à lâcher prise, à ne plus tout piloter, tout diriger, tout décider. Là, à chaque fois que je pars en vacances, il y a toujours une liaison internet, un téléphone, et le fait qu'il y ait cette liaison, quelque part, ça me rassure, et je me dis que s'ils ont besoin de moi, ou si moi j'ai envie d'eux, de besoin de leur transmettre une information, je pourrais le faire. Mais là, c'était de toute façon pas possible, c'était connu depuis 2 mois que je pourrais rien faire, donc j'ai pas arrêté de le répéter, je ne pourrais rien faire, je croyais le répéter à mes salariés, mais je me le suis surtout répété à moi. Et puis, quand je suis arrivé à la destination, du coup, ça a été la coupure totale. Donc, sur un plan personnel, c'est une expérience extrêmement enrichissante, parce que je n'avais jamais, sur ces 15 dernières années de chef d'entreprise, à chaque fois que j'ai pris des vacances, j'ai jamais réussi à faire cette coupure aussi forte.
Donc je souhaite à beaucoup de gens de pouvoir la vivre, parce que ça on est face à soi-même par rapport au projet de sa vie, à ses rêves, etc. Donc ça, c'était super. Et puis par rapport à mes salariés, bien au départ, je voulais faire une liste de tout ce qu'ils devaient faire, de comment ils devaient se comporter, etc. C'est un peu comme ça que je l'avais vu, hein, franchement. Et puis quelques jours auparavant, à force de discuter avec des connaissances, des gens qui sont aussi chefs d'entreprise comme moi, eh bien, ils m'ont dit, mais t'es gentil, t'arrêtes pas de dire que tu fais confiance à tes salariés, mais tu veux leur dire tout ce qu'ils doivent faire, donc je suis désolé, mais c'est pas ça la confiance, quoi. Électrochoc, je tombais par terre, et puis j'ai dit, bah ok, c'est bon, tant pis, ils se débrouillent. Alors tant pis, je le pensais pas, mais en tout cas, il fallait qu'ils se débrouillent. Et donc, j'ai laissé les clés de la boîte, comme tu as dit. J'ai quand même géré mes messageries et puis mes mails, pour pas que je voulais pas leur créer des ennuis non plus. Et puis je leur ai dit, débrouillez-vous, j'espère que ça marchera bien pour vous. Moi, je m'en vais, je vais vivre ma vie et vaille que vaille, on verra au retour. Puis au pire, ça fera du travail pour améliorer les choses. Et puis, pas à ma grande surprise du tout d'ailleurs, mais ça s'est vraiment très très bien passé, quoi. En fait, ils ont très bien géré. Je leur dis chapeau, je leur ai déjà dit merci par rapport à ça, parce qu'ils m'ont fait un cadeau. Et on s'est fait un cadeau, parce qu'apprendre à travailler l'un sans l'autre, c'est aussi travailler sur la pérennité de l'entreprise, ça fait partie des choses qui comptent aussi pour moi. Voilà. Ouais, ça veut dire qu'on peut penser, demain il arrive un coup dur. C'est ça, c'est exactement comme ça que je l'ai pensé. Je me suis dit, là c'était tout choisi et organisé pour. On a connu autour de nous des gens dans des situations d'entreprise où justement le chef d'entreprise peut avoir un accident de la vie et là du coup tout s'effondre. On dit à nos collaborateurs tous les jours qu'il faut qu'ils se défoncent pour l'entreprise, mais quand le chef d'entreprise disparaît et que tout s'écroule, ça veut dire qu'ils n'ont jamais bossé pour l'entreprise, ils ont bossé pour le chef d'entreprise. Et moi, c'est pas ce que je souhaite. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage ? Parce que je pense que là, humainement parlant, c'est des choses qui bouleversent, c'est des remises en cause. Voilà, qu'est-ce que tu retiens du voyage et de l'après là, on est 15 jours après. Tu es revenu il y a 15 jours à peu près ? 3 semaines ? Ouais, il y a 3 semaines. Je me dis que, qu'est-ce que j'ai bossé pendant ces 15 dernières années ? Je sais pas si je me suis pas un peu perdu dans le travail. Je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai absolument aucun regret. Mais j'ai fait un coup de rétroviseur fort par rapport à ça. Et du coup, je me dis que pour moi, parce qu'on n'a qu'une seule vie, et pour mon entreprise, pour mes collaborateurs, il faut que je change. Je pense qu'il faut que je change ma façon de travailler, ma façon d'envisager l'avenir de ma boîte, quoi. Ok, mais ça veut dire que tu veux prendre du recul, tu veux réfléchir, tu veux prendre du temps pour toi à titre perso, Ouais, il y a ça, mais surtout l'idée de prendre du recul, puis effectivement de continuer à leur faire confiance, parce que ça marche en fait. Ouais, et puis je pense que c'est ce qui leur permettra aussi de s'épanouir, et moi aussi, par la même occasion, quoi. Écoute, merci Michael pour ce témoignage. Est-ce que tu as un dernier petit mot à donner à qui tu veux Oh là là. Tiens, je vais saluer, moi ils m'entendront jamais probablement, mais je vais saluer tous les gens que j'ai croisés dans mon village malien et qui m'ont fait tant de bien sans le savoir. Bon, a priori, il n'y a pas internet, dans le village, ce sera compliqué. À Dakar, par contre, pas de problème. Voilà. Ou ailleurs. Merci beaucoup, Michael. À bientôt. Merci beaucoup.